Exemple 2, donc c'est le même que l'exemple précédent, sauf que ce coup-ci, on suppose qu'on ne connaît pas l'écart type ici de ma variable aléatoire. J'ai volontairement laissé le début du calcul précédent pour montrer que c'est grosso modo pareil au début avec des petites nuances qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc le cas c'est toujours le même, du coup j'ai toujours ma variable aléatoire xi, mais n copies indépendantes de d, qui vont correspondre au diamètre de chaque rondelle. Je vais toujours considérer la moyenne empirique qui est ici, j'ai toujours un échantillon de taille 9. Qu'est-ce qui va changer, c'est à partir d'ici. Donc à partir de là, ce que je vais observer, c'est que si je laisse diviser par sigma, je ne pourrai faire aucun calcul, parce que sigma, je ne le connais pas ici. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je remplace sigma par ce qui va permettre de l'estimer. Et ce qui estime sigma, c'est grand S. Et je vous rappelle que grand S carré, c'est la variance empirique corrigée. Et du coup, grand S, c'est la racine carrée de ça. Ça paraît bien d'approcher une variance, un écart type. Quand je fais ça, du coup, je n'ai plus une loi normale. Enfin, je peux avoir deux cas de figure. Encore une fois, comme je vous le disais, si j'ai un échantillon supérieur à 30, dans ce cas-là, je peux continuer à dire que j'ai une loi normale. Là, la taille de mon échantillon, c'est 9. Donc, quand j'ai un échantillon inférieur ou égal à 30, je peux conclure dans un seul cas, c'est si au départ, j'ai des lois normales. Comme au départ, j'avais des lois normales et que j'ai un échantillon, enfin, une taille d'échantillon inférieure ou égale à 30, là, je n'ai plus une loi normale, mais j'ai une loi de student. Une loi de student à n-1 degré de liberté. Ici, n vaut 9, donc celui que n vaut 9, n-1 vaut 8. Donc je répète, le 8 c'est quoi? C'est n-1. C'est donc 9 moins 1, 8. Et de là que vient ce 8 ici. Donc j'ai une loi de student à 8 degrés de liberté ici pour grand N. La suite, c'est malgré tout pareil ici. Je cherche l'amplitude de mon intervalle de confiance, donc petit a positif tel que, ça ne bouge pas, hein, parce que pour les mêmes raisons, je vais avoir l'encadrement qui est ici. Ce qui va changer par contre, c'est que là, je ne vais pas mettre sigma, je vais mettre justement S, parce que S, c'est ça qui va me permettre d'approcher sigma, et du coup, si je mets S à gauche, je mets également S à droite. Une fois que je suis là, bah pareil, je me suis ramené à une variable aléatoire dont je connais la loi, c'est le mode de Student, je vais la réécrire d'ailleurs. Donc là, j'obtiens proba de valeur absolue de n inférieur ou égal à 1 racine de n sur s égale 0,95. Comment je vais faire maintenant? Bah, là, quand j'avais une loi normale, il fallait que je fasse 2 phi moins 1. Mais là, il faut regarder la table de la loi de Student qu'on n'a pas encore vraiment vue ensemble. Donc, je vous invite à la regarder, vous l'avez en ligne. Comment faire pour travailler la loi de Student? Regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis en train de bien centrer. Dans la table de la loi de Student, ce qu'on vous donne, c'est écrit valeur de t ayant la probabilité p d'être dépassée en valeur absolue. Autrement dit, ce qui vous est donné dans la table, c'est proba de une variable aléatoire, enfin la valeur absolue supérieure à quelque chose. Moi là ici, regardons, je n'ai pas proba de valeur absolue supérieure à quelque chose, j'ai proba de valeur absolue inférieure à quelque chose. Du coup, pour pouvoir lire dans la table, il faut que je passe à supérieur. Comment je fais quand j'ai des probas pour passer de proba de inférieur à proba de supérieur? Bah, je fais le complémentaire, autrement dit, je fais 1 moins. Du coup, ça va me donner 1 moins proba de valeur absolue de grand N supérieure à A racine de N sur S égale 0,95. Si j'isole, je vous laisse prendre 2 secondes pour y réfléchir si besoin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve proba de valeur absolue de grand N supérieure à A racine de n sur s égale 1 moins 0,95, c'est-à-dire, je vais écrire 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05. J'insiste, enfin j'explique rapidement comment ça va fonctionner. Vous envoyez le 1 de l'autre côté, ça fait 0,95 moins 1. Pour avoir pas proba, ne pas avoir moins proba, mais proba multiplié tout par moins 1, et ça va donner proba égale 1 moins 0,95. Jusqu'à ici, directement. Donc là, comment je vais faire? Je vais regarder, maintenant je suis dans le bon sens pour la loi de Student. Je vais regarder dans ma table et je vais regarder quoi? Je suis une loi de Student à 8 degrés de liberté. Du coup, dans ma table, je vais me placer à la ligne qui correspond ici à 8. Parce que vous voyez qu'ici, vous avez à gauche les degrés de liberté. Ça va de 1 à 30, parce qu'après, au-delà de 30, on peut approcher par une loi normale. D'ailleurs, ce qui est écrit ici, infini, entre guillemets, c'est ce qui correspond à quand on est plus grand que 30, ça correspond à ce qu'on trouverait avec une loi normale directement ici. Regardez à cet endroit-là. Donc, reprenons. Je vais me placer au niveau de la ligne 8. La ligne qui est 8, c'est ici. Je vais regarder une valeur de proba de 0,05. Regardez les probas, ça se lit ici. Donc 0,05, c'est là. Du coup, je vais faire défiler ma ligne. Et je vais aller jusqu'à la colonne 0,05. Et je vais trouver, alors il faut que je me mette en face des yeux, sinon je vais décaler. Et je vais trouver 2,306. Donc en regardant à la table, on trouve ici qu'on a A racine de n sur S égale, j'ai oublié ce que j'ai dit, égale 2,306. Petit détail, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Je suis passé de grand S
Un petit s, est-ce une erreur? Non, ce n'est pas une erreur, c'est pour être vraiment rigoureux. Là, ici, comme je suis dans ma proba, je suis encore dans le cas de mes variables aléatoires de façon théorique. Quand je passe comme ça avec des valeurs numériques, quand je veux remplacer pour faire mon calcul, je mets petit s. Avec quoi petit s? Avec la réalisation de grand S avec les valeurs qui sont données ici. Il faut bien avoir ça en tête. Une fois qu'on a ça, nous ce qu'on cherche c'est petit a. Donc pour trouver petit a, j'ai petit a qui vaut 2,306 fois s divisé par racine de n. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la valeur de petit s. Si vous avez bien suivi le cours, qu'est-ce que vous savez? Pour calculer petit s, en pratique, comment ça fonctionnait? Vous allez calculer la variance de l'échantillon, je vous mets la formule. Petit s, c'est n sur n-1 à la racine fois la variance de l'échantillon. Donc vous calculez la variance de l'échantillon, comment on fait ça? C'est la variance classique qu'on a appris à faire ensemble quand on a fait les stats descriptives. C'est-à-dire, je vous rappelle la formule, la variance de votre échantillon ici, ça vaut quoi? Ça vaut 1 sur n, somme pour, alors moi je vais l'écrire vraiment directement. Donc 1 sur n, ça va donner 1 sur, on avait 9 données, multiplié par 20,1 au carré, moins 19,9, plus 19,9 au carré, plus 20 au carré, plus etc., plus 22,8 au carré. On n'est pas obligé de faire moins la moyenne de l'échantillon, qui vaut quoi? Petit xn bar qu'on a calculé dans l'exemple précédent. Une fois que vous avez calculé cette variance de l'échantillon, justement, je vous laisse calculer. Vous faites le calcul, vous allez obtenir une valeur, et ce qui va vous intéresser, ce n'est pas cette valeur, c'est de faire fois racine de n sur n-1. Ce qu'on va trouver ici, c'est du coup, alors je l'ai noté là-bas, alors je peux vous noter d'ailleurs, la variance de l'échantillon, vous allez trouver normalement environ 1,56, et du coup pour petit s, vous allez trouver environ, j'ai noté là-bas, 1,32. Et donc, une fois que vous avez ça, vous avez tout. Donc, petit a, vous pouvez calculer sa valeur. Pour le coup, je vais le noter, ça. Petit a, vous pouvez calculer sa valeur, mais je crois que ça va être grosso modo environ 1. Je crois qu'ici, petit a, il vaut environ 1 quand vous le calculez. Et du coup, ce que vous allez trouver, c'est grâce à ça, avec une proba de 0,95, on va trouver que m, ça appartient à, du coup, xn bar moins 1. xn bar plus a. Xn bar, tant qu'à faire, je vous le note, il valait, je crois, 20,6. Je ne sais plus si c'est exactement 20,6 ou environ, je ne me souviens plus, vous pourrez vérifier. Et du coup, ça va donner, quand on fait xn bar moins a, xn bar plus a, ça va donner m appartient à, donc 20,6 moins 1, c'était bien ça, 19,6 et 20,6 plus 1, 22,6. Du coup, qu'est-ce que ça signifie? D'ailleurs, j'ai oublié de le conclure avant. C'est qu'avec une proba de 0,95, la vraie moyenne de ce que vous cherchez ici, le diamètre des rondelles, elle est comprise entre 19,6 et 22,6. Autrement dit, si vous prenez un autre échantillon et que vous calculez la moyenne, dans 95% des cas, la moyenne va se trouver toujours dans cet intervalle de confiance. Et du coup, ça permet de répondre à la problématique dont j'avais parlé dans l'exemple précédent, et j'ai oublié de conclure. Dans l'exemple précédent, je vous avais dit à un moment, pour estimer la moyenne, je prends le compte de faire la moyenne de l'échantillon et c'est réglé. Je vous avais dit, si je prends un autre échantillon, j'aurai une autre moyenne et donc j'aurai plus la même valeur. Là, dans 95% des cas, peu importe l'échantillon que je prends, il sera entre cette valeur et cette valeur. Donc mon intervalle de confiance qui est ici, il marche dans 95% des cas. Il est fiable avec une proba de 0,95. Donc ça termine cette deuxième exemple qui était grosso modo le même que le précédent, avec la petite nuance que je ne connaissais pas des quartiers.